Prochaine présenteur, c'est, je vous remercie, Dr. Lepage. Alors, Dr. Mario Sénéchal, professeur à l'Université de Laval, qui enseigne en échocardiographie, gradué de l'Université de Montréal, fait son fellowship à Paris en transplantation et échographie cardiaque et aux États-Unis, est spécialiste en maladies valvulaires mitrales et aortiques, ainsi que resynchronisation cardiaque, publié beaucoup. Je pense que je l'ai entendu parler aussi au Jewish à notre symposium en échographie il n'y a pas longtemps. Alors, des sujets très intéressants il va nous parler un peu de traitement de l'insuffisance mitrale ischémique chez les patients avec insuffisance cardiaque, un peu comment diagnostiquer, regarder ça chez nos patients. Alors, merci. Merci de la présentation. Merci à Michel White et à Serge Lepage d'avoir pensé à m'inviter. Je pèse sur le bouton vert. Ouais. Donc, mes objectifs sont vous présenter l'évaluation de l'insuffisance mitrale, également son traitement chez le patient avec une insuffisance mitrale non ischémique et également chez le patient présentant une insuffisance mitrale ischémique. Donc, de façon caractéristique, les patients avec dysfonction gauche modérée à sévère. Donc, le plan de ma présentation est en cinq étapes. Je vais vous parler de la quantification de l'insuffisance mitrale, des mécanismes de l'insuffisance mitrale, de la classification de Carpentier. Est-ce qu'elle est critiquable? Oui, elle est critiquable. Je vais vous parler également de la révision du consensus sur le traitement de l'insuffisance mitrale. On va se rendre compte que c'est un bon consensus, mais qu'il y a quand même des choses qui sont inconnues ou peu connues. Et je vais parler rapidement également des nouveautés. Je vais vous donner mon opinion là-dessus. J'ai décidé de fonctionner pour être clair et précis, par un système de questions. Donc, je vais poser 9 questions que je vais répondre et ça va permettre d'être le plus clair possible. Comme je dis à mes résidents, ce n'est pas tellement la réponse que tu donnes, c'est la question que tu poses qui est importante. Donc, je vais vous présenter une petite vidéo qui va illustrer l'importance de poser une question précise. Donc, première question précise, comment quantifier l'IM? Première des choses, on parle de la valve mitrale, il est composé d'un feuillet antérieur et d'un feuillet postérieur. Le feuillet antérieur est triangulaire, il est plus grand que le feuillet postérieur et il s'attache de façon caractéristique sur un tiers de l'anneau. Le feuillet postérieur est plus petit, il est rectangulaire et il s'attache aux 2 tiers de l'anneau. Donc, on voit très bien quand on voit cette diapositive que le feuillet antérieur, qui est A1, A2, A3, est beaucoup plus grand et d'allure triangulaire, mais s'attache sur une partie moins importante de l'anneau. Lorsqu'on veut quantifier l'insuffisance mitrale, on utilise des valeurs mesurables qui sont, entre autres, celles qu'on utilise en clinique le plus souvent, sont la vena contracta et la mesure de la surface de l'orifice régurgitant. Oui, on peut quantifier l'insuffisance mitrale d'une façon qualitative, sans mesure objective, mais il est suggéré quand même de le faire le plus souvent possible par la vena contracta ou la surface de l'orifice régurgitant. Et il y a une corrélation qui existe entre la vena contracta et la surface de l'orifice régurgitant. Lorsqu'on est en bas de 20 mm², on a une vena contracta en bas de 3 et c'est une insuffisance mitrale légère. Lorsqu'on a une insuffisance mitrale modérée, on est entre 20 et 40 d'orifice régurgitant, puis on a une vena contracta entre 3 et 6 et 7. Et pour l'IM sévère, on a une surface de l'orifice régurgitant en haut de 40. Comment on peut quantifier l'ERO? C'est quelque chose que l'on fait à l'hôpital Laval, je vous dirais de façon routinière. L'ERO
est quantifié chez les patients, non pas qui ont un IM légère, mais les patients qui ont un IM modéré à sévère ont tous une quantification de l'ERO, donc de la surface de l'orifice régurgitant. Il y a 3 méthodes par lesquelles on peut mesurer la surface de l'orifice régurgitant. Celle qu'on utilise le plus, c'est la PISA. La PISA qui va donner un orifice régurgitant instantané, donc qui va donner le maximum de l'orifice régurgitant parce qu'on divise par le maximum du VTI en Doppler continu. Tandis qu'avec la méthode volumétrique, on a une moyenne de RO durant la systole. Donc, comment on mesure le RO? On mesure par la méthode volumétrique. On mesure d'abord le volume qui passe dans les mitrales, qu'on soustrait par le volume qui passe dans la chambre de chasse aortique, et on divise par l'intégrale. Donc, c'est pour ça qu'on a une moyenne de l'ERO. Si on fait la PISA, eh bien, on mesure le rayon de la PISA où est-ce qu'il y a un flot de convergence, avec un aliasing entre 30 et 50, et on divise par le maximum de la VTI. Donc, ça nous donne une surface de l'orifice régurgitant spontané. Donc, pourquoi que je vous parle de ça, qui est un peu des mathématiques, qui est un peu difficile le matin, c'est qu'il faut savoir d'où viennent les données dans la littérature des études que je vais vous présenter. Ils ont utilisé ça, et dans l'étude la plus importante que je vais vous présenter, ils ont fait une moyenne des deux. Donc, dans l'étude de Sarano, sur laquelle il existe une controverse tant qu'à l'importance de mesurer le RO, tant qu'à l'importance d'opérer les patients symptomatiques, il faut savoir qu'on a mesuré le RO par 3 méthodes et qu'on l'a moyenné sur 2 méthodes. C'est des choses que l'on ne fait pas vraiment en pratique. Ce qu'on fait essentiellement en pratique, c'est la PISA, le plus souvent en clinique. Donc, comment quantifier l'IM? Je pense qu'on vient d'en parler et je pense que je viens de démontrer qu'il faut utiliser des méthodes objectives le plus possible. Est-ce que la quantification de l'IM est importante? Donc, pourquoi que mesurer le RO, c'est important? Dans la même étude de Sarano, qui comprenait près de 300 patients, on suivait donc c'est des patients asymptomatiques avec des IM soit légères, soit modérées, soit sévères, qui avaient un traitement médical. On se rend compte que les patients qui ont un ERO en haut de 40 ont une mortalité beaucoup plus élevée. Donc, les patients avec la ligne foncée ont une survie beaucoup plus diminuée à 5 ans. Ici, on regarde les décès cardiaques. On a davantage de décès cardiaques, 5 fois plus de décès cardiaques chez les patients avec un ERO en haut de 40, comparativement aux patients qui ont un ERO en bas de 20. Qui sont ces patients? Ce sont des patients avec des prolapsus. 97% des patients avaient un IM organique sur des prolapsus. Et c'était, en théorie, ce que Sarano nous dit, c'est que c'était des patients asymptomatiques. Donc, sur cette base-là, il existe dans la littérature qu'il faut opérer les patients avec un IM sévère tel que mesuré par l'ERO par au moins 2 méthodes. Donc là, je vous ai parlé de l'IM organique, de l'IM, non pas de l'IM ischémique, mais de l'IM non ischémique. Maintenant, on va parler de l'IM ischémique très rapidement. J'attire votre attention sur l'étude de gauche de Grigoni, également qui a été fait en collaboration avec Sarano à Mayo, qui inclut 303 patients. Quand les patients, après un infarctus, 2 semaines après un infarctus, ont une surface de l'orifice régurgitant supérieure à 20, non pas 40, 20, ont 2 fois plus de mortalité dans le décours. Donc, quand on quantifie l'IM, la quantification de l'IM ischémique, elle est sévère quand l'orifice régurgitant est supérieur à 20. Donc, ça, c'est démontré par l'étude de Grigoni. C'est important de comprendre cette nuance-là. Nuance, honnêtement, qui n'est pas toujours compris par nos chirurgiens. Quand on leur dit le RO est à 20, on leur a présenté un cas juste avant où c'était à 40. Ils ne comprennent pas. Ils ont l'impression que c'est encore une IM légère à modérée. Et non, c'est une IM sévère. Troisième question. J'ai 9 questions. La description du mécanisme de l'IM est-elle importante? Petit mot sur l'IM modéré à sévère. Il y a 2 millions d'Américains qui ont une IM modérée à sévère. Il ne faut pas mélanger cause et mécanisme. Dans les causes, on a les causes ischémiques et on a les causes non ischémiques. Dans les mécanismes, on a les mécanismes fonctionnels et organiques. Donc, si on regarde par exemple une cause ischémique, la plupart du temps, les IM ischémiques, on va en parler plus loin, sont fonctionnels. Ils peuvent être également organiques si on a une rupture de pilier. Dans les causes non ischémiques, on peut avoir également des IM fonctionnels.
Et on peut avoir des IEM organiques dans tel cas d'un prolapsus. Donc, c'est bien important de comprendre cette différence qui n'est pas toujours bien comprise par tout le monde. Donc, par quoi sont causés les IEM modérés à sévères? La plupart du temps, c'est par un prolapsus ou un flail et l'IEM dégénérative. Qu'est-ce que ça veut dire, l'IEM dégénérative? Parce qu'il y a une confusion qui existe dans la littérature. Qu'est-ce qu'une IEM dégénérative? Dans les journaux européens et même des journaux américains, il y a une équivalence entre le prolapsus et la dégénérative, et pour moi, c'est tout à fait très différent, et c'est une faiblesse également de cette classification-là Carpentier. Il existe l'IEM dégénérative, non pas sur rhumatisme articulaire, mais sur dégénérescence de la valve, sur une dégénérescence sénile, sur une calcification importante de la valve. Donc ça existe, et je vais vous montrer des chiffres de nos chiffres maison. C'est extrêmement prévalent, et sous-estimé, et mal connu, et très mal décrit. Et il y a 20 des patients qui ont une IEM modérée à sévère qui est de cause ischémique. On va en parler plus longuement. Et il y a environ 10 des patients qui ont des IEM fonctionnels secondaires à des cardiopathies dilatées ou des IEM organiques secondaires à des endocardites ou des rhumatismes articulaires aigus. Donc, voici la classification de Carpentier. Carpentier qui est toujours vivant, qui travaille à Paris, que j'ai côtoyé pendant que j'étais là-bas. Donc, il y a une classification qui se fait en trois groupes. Type 1, type 2, type 3A, type 3B. Type 1, c'est que la valve n'est pas intègre, mais le mouvement de la valve est normal. Il y a un trou, par exemple, dans la valve secondaire, une endocardite. Il y a une calcification qu'on dit dans la classification initiale de Carpentier, puis même dans plusieurs papiers, la calcification de l'anneau peut amener une insuffisance mitrale. Et ça, c'est une fausseté. Je vais même vous montrer un cas, mais il y en a plusieurs cas. Ce n'est pas la calcification de l'anneau qui amène l'insuffisance mitrale, c'est la calcification de la valve. Hein? Puis en même temps, ça fait un certain sens. Hein? C'est la surface de coaptation se fait au niveau des feuillets, donc ce n'est pas la calcification de l'anneau qui va amener une insuffisance mitrale. Donc ça, c'est le type 1. Le type 2, c'est la valve qui est anormale et le mouvement de la valve est également anormal, comme dans le prolapsus, qui est la plus fréquente. Le type 3A, c'est qu'il y a une restriction en diastole. Donc c'est un patient qui, habituellement, a une insuffisance mitrale, mais également une sténose mitrale. On pense aux patients qui ont un rhumatisme articulaire. Donc, on comprend très bien une restriction en diastole, tandis que le type 3B, c'est une restriction en systole, et c'est souvent le cas de la cardiopathie dilatée idiopathique, où est-ce qu'il y a une IEM fonctionnelle, où est-ce que les feuillets ne se touchent pas comme ça, mais sont comme ça, il y a un tenting, et l'IEM ischémique. Donc, ça, c'est une classification qui est importante parce que ça permet de bien comprendre pourquoi le patient a une insuffisance mitrale, et ça permet une communication entre le chirurgien et le cardiologue échographiste, pour lui dire, je pense que cette IEM-là, elle est causée par un épaississement des feuillets, il n'y a pas de restriction. Je pense que si tu ne changes pas la valve, si tu fais une annuloplastie, ça ne marchera pas parce que la coaptation n'est pas bonne. Donc, première faiblesse de cette classification. Première des choses, c'est une excellente classification. Première faiblesse de cette classification, c'est qu'il n'y a aucun emphase qui est mis sur la dégénérescence valvulaire sénile calcifiée. Première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il n'y a aucune place qui est laissée à l'asynchronisme, et on sait que l'asynchronisme amène de l'IEM, et ce n'est pas du tout discuté dans les papiers, et c'est une grande faiblesse. Et la troisième des choses, c'est que dans les papiers également, on ne parle pas de mécanismes combinés. Il faut comprendre des fois que les IEM ont plusieurs mécanismes. Le patient a un IEM ischémique, mais également un asynchronisme. Le patient a un asynchronisme, mais également un prolapsus. Et ça, à partir du moment où est-ce qu'il y a deux causes, on devient un peu mêlé, mais c'est important de comprendre parce qu'il y a des mécanismes prépondérants, puis le traitement va être en fonction du mécanisme prépondérant. Donc, montrer juste quelques mécanismes. Donc, on comprend ici que c'est un prolapsus de P2 du feuillet postérieur. Donc, avec un IEM là, qui s'en va vers le feuillet antérieur à cause du prolapsus de P2 du feuillet postérieur. Donc, ici, on a un flail mitral, avec un IEM qui est excentrique, avec un effet Coanda et qui est dirigé en postérieur. L'effet Coanda, on va en discuter plus tard. Donc ici, on a un IEM dégénératif. Ce n'est pas un patient qui a fait un rhumatisme articulaire. Je vous mentionne que le patient, il n'y a pas de calcification notable au niveau de l'anneau mitral, mais il y a des feuillets remaniés épaissis. Et ça, on voit ça, et souvent, ça finit dans un rapport échocardiographique par IEM de mécanisme imprécis. Mais moi, je peux vous dire, quand on va en salle d'opération, quand on va en pathologie, quand on demande aux chirurgiens de regarder ça, c'est des feuillets épaissis qui ne sont pas normaux. Et lorsqu'on regarde l'IEM secondaire, il y a vraiment une IEM qui est conséquente, là, dans ce cas-là, qui est au moins modérée.